Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là au rendez-vous de l'entretien. Je vous le rappelle, le principe de cette émission, c'est de donner la parole à des personnalités du département. Et cette semaine, je reçois un homme un peu hyperactif sur les bords, en tout cas au parcours qui se raconte bien, comme on dit dans notre jargon, des cuisines du paquebot France aux chaînes de restauration, des aventures plus ou moins heureuses en matière d'entreprise jusqu'à la réussite de sa holding, et puis la présidence du club phare du basket de Nantes, c'est l'Hermine. Et aujourd'hui, donc, je reçois Jean-Luc Cadiot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous raconter, nous parler de vous, qu'on apprenne à mieux vous connaître. Je le disais, vous êtes le président de l'Hermine, le club de basket Pro B de Nantes. Vous êtes aussi membre du bureau de la CCI, on en parlera, plutôt spécialisé sur le commerce. Et vous êtes le patron du groupe Cadgo, qui détient les marques Berjac, Kerviande. En gros, c'est un groupe spécialiste du poisson, de la viande et des produits frais. En gros, c'est pas la vente au détail en particulier. Et vous avez donc débuté tout ce grand parcours avec un CAP de cuisine en poche sur le paquebot Le France. Je l'ai dit en intro, et c'est vrai, Oui, tout à fait. D'abord issu du milieu de l'agriculture, mes parents avaient une exploitation agricole et puis mon rêve c'était de partir voyager. Donc j'ai décidé un beau jour, suite à un voisin qui était un ami de mes parents, qui m'a fait rêver et donner le goût du voyage. Et c'est comme ça que je suis parti à l'aventure, alors que mes parents voulaient que je reste à la ferme. Ouais. Mais je suis parti naviguer sur le paquebot France, c'était l'extrême. Et alors le rêve du départ, c'était le paquebot France ou c'était être cuisinier ? Le rêve, c'était d'être cuisinier. Et d'abord, je n'ai pas commencé tout à fait comme cuisinier. J'étais d'abord 1 an comme mousse et commis et chef de rang. Et puis après, j'ai évolué parce que je voulais absolument faire la cuisine. Et je suis parti aussi me former dans la cuisine. C'était comment sur le France ? On vient de le revoir, ce très beau bateau. C'était comment ? C'était magnifique. Aujourd'hui, on voit le Queen Mary, mais le France, je trouve fort dommage que cette unité a été obligée d'arrêter par rapport à des problèmes spécifiques de personnel à l'époque et économique, mais c'était quelque chose, le véritable ambassadeur de la France. Puis vous étiez tout jeune quand vous avez débuté. 17 ans. Voilà, vous veniez d'avoir votre CAP, vos CAP d'ailleurs, vous en avez 2, oui, en service et en cuisine. Tout à fait, j'ai un CAP de cuisinier, un CAP de serveur et aussi un BTS de gestion hôtelière que j'ai fait 10 ans après la pratique de la cuisine et de la salle. Mais 17 ans, le CAP en poche, partir sur le France, on est tout jeune à 17 ans. Voilà. Oui, c'était quand même quelque chose, j'imagine. C'était une super aventure et donc le goût du voyage, aller découvrir des pays, découvrir d'autres personnes dans un autre monde, c'est super et surtout le faire en travaillant. Et ça a duré quand même quelques années, cette période-là, 3 ans. Et puis vous m'avez parlé d'un pétrolier. Oui, effectivement, aussi après l'arrêt du France, je me suis retrouvé à l'armée. Après l'armée, j'ai décidé de renaviguer, mais j'ai fait un pétrolier et pendant 4 mois, pour moi, c'était un peu comme une prison flottante, partir sans toucher un port. Et donc, je suis revenu à mes premiers amours et je suis retourné à la Bretigny-Ferry, ici en Bretagne. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que voilà, toute la première partie de votre parcours d'entrepreneur et de professionnel, c'est la restauration. C'est-à-dire que vos premières affaires que vous gérez, ce sont des restaurants. Tout à fait. Et je dis souvent aux gens qui ont fait la restauration, une fois que vous avez fait la restauration aussi bien en salle qu'en cuisine, que vous avez eu le voyage, vous pouvez faire tout et n'importe quoi derrière parce que vous êtes tellement mobile et polyvalent que c'est un métier d'aventure et on peut s'adapter. Et à quel moment vous est venue cette fibre de l'entrepreneuriat, d'avoir vos propres affaires au fond ? Ça vient comment ? Ça, vous le saviez depuis le départ ou c'est au gré des rencontres qu'on se dit, ça y est, moi j'ai envie d'avoir mes affaires, d'être le patron, quoi ? Oui, effectivement, en 1976, je me suis marié, je me suis retrouvé à la Bretigny-Ferry. Après 4-5 ans à la Bretigny-Ferry, je me suis dit, je suis arrivé à mon bâton de maréchal en tant que chef de cuisine. Quelles sont mes perspectives d'avenir à 27 ans ? Derrière, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose que je peux faire de plus. Donc voilà, je me suis dit, je suis fait pour être chef d'entreprise et je faisais déjà des stages à Paris dans des grands restaurants, des maisons comme Laurent, le Parc Montsouris. Et donc, j'ai décidé de partir monter mon affaire. Et quand j'ai dit à Bretigny-Ferry que je partais, la Bretigny-Ferry m'a dit écoutez, nous, on a une affaire dans les Côtes-d'Armor et on vous suggère de venir avec nous accompagner. Et c'est ce que j'ai fait. Ça s'appelait ? Ça s'appelait le manoir du Closiou. C'était un manoir en 1981, l'année
de l'élection de François Mitterrand. Ouais, et puis il y a des souvenirs croustillants, a priori. Oui, il y avait toute l'équipe. Il est venu, quoi. Mitterrand est venu ou non, que son équipe? Son équipe, oui. Dans le manoir, donc ça, c'était votre première affaire. Tout à fait, qui était tellement bien et que quand je suis parti dans cette aventure, j'avais un bail de 23 mois. Qui dit bail de 23 mois dit un bail précaire, donc je n'avais pas la propriété du fonds de commerce. Et au bout d'un an, je suis parti voir le propriétaire qui m'a dit non, je vous referai derrière un bail précaire. Et je suis reparti voir la Bretigny-Ferry et j'ai décidé d'arrêter cette affaire au bout d'un an, qui était une très belle affaire, mais je voulais aussi travailler sur le fonds de commerce et sur mon avenir personnel. Mais vous aviez de l'ambition. Voilà. C'est un joli mot, l'ambition. C'est pas forcément négatif d'avoir de l'ambition quand on est entrepreneur. Je dirais qu'on a des rêves et de l'ambition. Parfois, pour réaliser des rêves, il faut aussi de l'ambition. Alors, on va sauter un peu les années. Je le disais en introduction, vous êtes aujourd'hui à la tête du groupe Cadgo. Alors, ce nom-là, c'est pas forcément le nom que le public connaît. On connaît des marques comme Kerviande, on connaît Berjac. Berjac est installé aux mines de Nantes, si je ne m'abuse. Sont des grossistes spécialistes, donc, je le disais, des produits frais, du poisson, de la viande. C'est une belle réussite, ce groupe, quand même. Oui, alors c'est vrai que pour l'histoire, j'étais à Bretigny-Ferry, à Chantegrill à l'époque, quand j'avais monté une chaîne de franchise en restauration. Et j'ai donc fait cette expérience pendant 10 ans. Et je me suis dit, écoute Jean-Luc, aujourd'hui, il est temps de rebondir. Et c'est là que je me suis retrouvé, à force de faire des voyages à l'étranger et tout ça, je me suis dit, il faut que je monte mon affaire personnelle parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et du coup, je suis reparti parce que chez Chantegrill, j'étais directeur général avec 65 restaurants. Et j'ai donc rencontré un jour mon ancien banquier, qui était déjà mon précédent banquier dans ma première affaire, et qui me dit, j'ai une affaire pour toi. Et c'est la société Berjac que j'ai rachetée le 2 janvier 92, avec à l'époque 3,5 millions de chiffre d'affaires et une quinzaine de collaborateurs. Ouais, donc et ça a progressé. Alors, ça n'a cessé de progresser. Oui, ça n'a cessé de progresser. En plus, pourquoi ? Parce que d'abord, en 92, quand on a repris, ça se passait très bien. C'était intéressant. Il a fallu monter, apprendre un nouveau métier, donc repartir à zéro, mettre la blouse, faire les livraisons, repartir vraiment au quotidien. Et ça a été une aventure un peu difficile parce qu'il y avait beaucoup d'entêtement. Et puis est arrivée en 96 la crise de la vache folle. Et là, quand vous perdez un chiffre d'affaires de 25 à 30%, faut rebondir, quoi. Faut rebondir. Donc c'est là qu'est arrivée la réflexion. Et à partir d'une contrainte, on en fait une opportunité. Et donc c'est là qu'on a décidé de faire la marée. Et aujourd'hui, la marée représente 35% du chiffre d'affaires du groupe. Voilà. Mais on a bien sûr le mine, le commerce de gros, mais on a aussi Kerviande, qui est une activité pour les particuliers. Et là, c'est du B2C. B2C B2C. Que des particuliers, voilà. Alors que Berjac, c'est du B2B. Du B2B, c'est entre professionnels. Entre professionnels. Ouais. Donc là, aujourd'hui, cette activité représente 16 millions de chiffre d'affaires, on a des camions sur les marchés, on fait de la vente à domicile, et avec 80 vendeurs et une équipe de 50 personnes en production. Donc ça fonctionne bien. Ça, c'est donc le chef d'entreprise, Jean-Luc Cadio, aussi militant de l'entrepreneuriat. Vous avez longtemps été membre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et puis vous avez initié le réseau Entreprendre, qu'on connaît bien, dont on parle souvent, qui est un réseau qui accompagne les créateurs d'entreprises. Oui, donc quand je suis arrivé chez Berjac au bout de la première année, je me suis mis au CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une excellente école de formation au métier de patron. Ouais. J'y suis resté 12 ans. C'est là que j'ai vraiment appris les fondamentaux du chef d'entreprise, et c'est ce qui m'a aussi donné de l'ambition et de me confronter à d'autres métiers, d'autres chefs d'entreprise. Ça a été une super expérience. Et vous dites même que c'est une de vos plus belles expériences. Alors la plus belle expérience, je dirais que c'est le réseau Entreprendre, dont j'en parlerai après, mais le CJD, ça a été pour moi la véritable école de formation du métier de patron. D'échanger avec d'autres chefs d'entreprise, de se former en permanence. Pas plus tard que hier soir, il y avait une excellente soirée au Zénith avec 1800 personnes organisée par le CJD. Cet échange avec d'autres entreprises, c'est super. Et la passerelle avec le réseau Entreprendre, c'est lié, disons, initier le réseau Entreprendre, ça découlait de votre engagement au CJD, au fond. Oui, alors donc, quand j'étais au CJD, on a décidé de venir me voir pour me demander si je voulais adhérer au réseau Entreprendre. Ouais. Et comme je suis accompagnateur, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce que moi j'ai été accompagné pour la reprise de Berjac par un chef d'entreprise.
Et je me suis dit, il fallait que je rende ce que j'ai eu. Donc voilà. Et quand on m'a présenté le projet de Réseau Entreprendre ici, avec les 10 premiers initiateurs, je suis parti à l'aventure. Ouais. Et donc ça a été une super expérience parce que dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir. Et je pense que ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé comme administrateur, puis comme vice-président. Et après, j'ai pris la présidence pour amener le réseau avec 200 adhérents chez Entreprise. Et je trouve que ça a été un grand moment de mon expérience chez Entreprise. Accompagner des créateurs et des repreneurs. Ouais, alors, pour boucler un petit peu cette partie sur vos casquettes, chef d'entreprise, entrepreneur, il y a la CCI, hein, vous êtes membre du bureau, vous l'étiez sous l'ancienne mandature, là, il y a un nouveau bureau qui a été désigné, vous êtes encore à la CCI, plutôt avec la casquette commerce. Alors, on va parler de l'actualité, puisqu'il y a eu ce feuilleton, là, ces derniers jours, sur l'ouverture des commerces de dimanche avant Noël à Nantes, avec le directeur de la Galerie Beaulieu qui menaçait d'ouvrir sans autorisation. Vous aviez piqué un coup de gueule, d'ailleurs, dans les colonnes de Presse Océan, et puis aujourd'hui, dans Presse Océan, on découvre qu'en fait, il renonce à ouvrir. Il y a tant d'enjeux que ça pour qu'il y ait eu autant de tensions entre les commerçants du centre-ville, les galeries périphériques. Voilà, il y a tant d'enjeux que ça sur l'ouverture avant Noël. Oui, mais écoutez, ça fait 2 mandats que je suis à la CCI, que je m'occupe du commerce. Cette année, j'ai repris un engagement. Ça fait donc depuis 4 ans, hein, je vous rappelle qu'avec Jean-Marc Ayrault, on n'avait pas de dimanche ouvert. Johanna Roland a décidé de donner son accord pour 2 dimanches à partir du moment qu'il y a un accord avec les organisations syndicales, patronales et de salariés. Ça s'est très bien passé. Nous avions, je vous rappelle, signé un accord avant le 31 décembre 2016 pour l'ouverture 2015 pour l'ouverture 2016 avec des conditions pour ouvrir 2 autres dimanches en centre-ville. Et là, nous étions en train de faire les négociations pour 2017. Il s'avère que tout se passait... Pour élargir. L'idée de 2017, c'était d'intégrer, pourquoi pas Beaulieu, par exemple, donc, sur un dimanche. Donc on a décidé pour 2017, on a un accord de principe qui devra être finalisé dans les jours prochains pour ouvrir un dimanche dans le centre-ville et un dimanche pour la périphérie et le centre-ville en même temps. Donc c'était une avancée certaine. Il s'avérait que Beaulieu avait décidé de ne pas respecter l'accord de 2016. Donc on a dit, écoutez, c'est dommage parce qu'on a fait un travail de fond à la CCI depuis 3 ans en essayant de réunir les centres commerciaux, les syndicats de salariés. Un travail aussi qui n'est pas fait que pour l'ouverture le dimanche avec les centres commerciaux, mais qui est fait aussi pour l'organisation du commerce. Je vous rappelle qu'une ville attractive doit avoir un commerce de centre-ville très fort, mais aussi une périphérie très forte. Donc je pense qu'on doit à la Chambre de commerce continuer à travailler dans cet axe-là, aussi bien avec la métropole qu'avec les centres commerciaux, qu'avec le commerce du centre-ville. Donc on est arrivé, je suis très content que Beaulieu, avec M. Morisseau, ont réussi à se rétracter par rapport à leur décision. Et je pense que c'est une action de bon sens qui va nous permettre de mieux travailler demain. Alors il dit dans Presse Océan, il y a eu des pressions. Oui, c'est vrai que moi-même, le premier, j'ai dit qu'il fallait trouver une solution, sinon on risquait de tout casser, le travail qu'on a mis depuis 3 ans. Tous les accords. Mais vraiment, ou ça, on le dit pour faire peur ? Non, je pense que Mme le maire m'a prévenu que de toute façon, si 2016 n'était pas respecté, il n'y aurait pas eu d'ouverture pour 2017 nécessairement. Donc l'issue de ce feuilleton est heureuse pour vous ? Très heureuse, très heureux. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut qu'on se remette autour de la table pour travailler pour 2017, donc on va finaliser ça, et aussi travailler sur un plan triennal, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut le commerce va évoluer, il faut que demain, nous, à la CCI, on a une position d'ouvrir 5 dimanches dans l'année, 2 dimanches avant Noël, le premier dimanche des soldes, plus un dimanche, et c'est l'initiative du maire. Ça se passe sur beaucoup de villes autour de nous, Angers, Rennes et Nantes. Il faut que ce soit fait dans la concertation. Et il faut que le maire, la présidente de Nantes Métropole, et puis les maires des communes quand même soient OK. Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il Alors c'est pour ça qu'on veut travailler là-dessus, mais c'est à nous d'être force de proposition pour le faire valider par les élus. Alors, vous êtes là, évidemment, Jean-Luc Cadiot, aussi avec votre autre casquette. Et comme on va parler sport, ça tombe bien. Vous êtes donc le président, depuis juin 2015, du club de basket de l'Hermine, qui évolue en Pro B. Pourquoi le basket ? Parce que je crois que vous pratiquez le sport, mais pas le basket, en l'occurrence. Sauf que c'est un sport que vous aimez bien. Il s'avère que quand j'étais, justement, par mes voyages à l'étranger, à Boston et tout ça, je suis allé voir des matchs des Celtics de Boston. Le basket m'a toujours plu, c'est un sport qui me passionne, ainsi que le rugby. Je pratiquais le foot.
Mais je m'étais toujours dit que peut-être un jour, si l'opportunité se présentait, je pourrais m'impliquer dans un... Si dit le FCN, il y aura peut-être une opportunité, là, si vous aimez le foot, non? Non, le foot, pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est assez dur à gérer. Il faut des moyens financiers énormes. Et puis, le basket ainsi que le rugby sont des sports qui me conviennent bien. Le foot, je pratique de temps en temps encore. Maintenant, je vais aussi à la Beaujoire voir. Ouais. Mais c'est des moyens très importants, avec des contraintes importantes dont je n'ai pas envie. Et comme j'arrive un peu à la fin de mes mandats, je m'étais dit, tiens, après la CCI, après le réseau Entreprendre, après d'autres choses que j'ai fait, je vais tenter cette expérience avec le basket. Et parce que vous étiez déjà au bureau de l'Hermine avant d'être président. C'est du business aussi que de présider un club de sport? Ah oui, vous savez qu'on a aujourd'hui, on était à 1,4 million quand on a commencé l'Hermine il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à 2,1 millions. Il faut trouver des partenaires, il faut motiver des partenaires à venir. Donc on a un véritable projet sportif. On est aussi comme d'un chef d'entreprise. Donc on a décidé de créer une société qui s'appelle NBS avec la participation de chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 12 fondateurs. Notre objectif, c'est d'élargir le capital de la société rapidement dans le début du premier trimestre 2017. Donc de passer de l'association à la société, à l'entreprise. Tout à fait. Et là, d'avoir une véritable entreprise aussi, et puis aussi créer un club des supporters qui est en cours de réalisation. Donc voilà, on a un véritable projet sportif, mais on ne veut pas brûler les étapes, on veut faire les choses étape après étape, et surtout faire en sorte que ce club soit pérenne dans le temps. Alors justement, ce club, il est aujourd'hui en réalité pérenne dans le temps. D'abord, il date quand même de 1891, les toutes premières traces du club l'Hermine. Il n'y avait pas le basket, le basket a été inventé même bien plus tard, mais c'est un club historique du territoire, de la ville de Nantes. En Pro B, c'est un club qui est là, qui est bien installé depuis très longtemps en Pro B, qui n'arrive pas néanmoins à monter la marche de la Pro A. Ça, c'est vraiment votre objectif, vous, d'ici la fin de votre mandat, vous aimeriez voir l'Hermine monter en Pro A? Oui, bien sûr. Donc l'Hermine, c'est un club de patronage de la butte Sainte-Anne qui possède aujourd'hui une véritable culture avec des bénévoles, avec tout ce qui se passe autour, un véritable centre de formation. Cette année, on a des jeunes qui ont été qualifiés en Cadet France, donc en équipe de France. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce club, c'est vrai qu'il a connu des difficultés il y a 3 ou 4 ans suite à un passage difficile financièrement. Et ce trou a été bouché. Et puis aujourd'hui, l'équipe dirigeante, quand je suis arrivé, on était 8 au comité directeur. Aujourd'hui, tout le monde est resté. On a rajouté des nouvelles greffes. La mayonnaise prend bien. Donc il faut qu'on continue à travailler dans cet axe. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive en 2018 à être à la Trois-Cardières sur notre nouvelle salle, parce qu'aujourd'hui on est à Manges. On va détailler après l'histoire des salles, parce que c'est aussi un feuilleton, ça, à Nantes. Tout à fait. Mais 2018, c'est la Pro A, c'est l'objectif quand même. Voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est que Nantes est une ville de sport. Je vous rappelle qu'on a le FCNA, on a 2 clubs de volley filles et gars en pro, il y a le VBL, 2 clubs de... Le NRMV, il y a le HBC Nantes pour le hand, le NLA pour les filles. Donc on est une des villes où il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est à nous aussi de faire notre trou. Et puis je pense qu'avec l'équipe dirigeante d'aujourd'hui, on en est conscient, mais on ne veut pas brûler les étapes. Mais concrètement, comment on fait pour enfin voir l'Hermine grimper cette marche de la Pro A? Par exemple, vous avez... depuis que vous êtes président, on a augmenté la masse salariale. Ça veut dire quoi, la masse salariale d'un club sportif? C'est qu'on se paye des joueurs de plus haut niveau, en réalité. Voilà. Ça, c'est par exemple un des leviers évidents pour réussir à grimper encore? Oui, alors 2 choses. Pour arriver en Pro A, d'abord, il faut avoir un terreau basket. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le département possède 144 clubs, 24 000 licenciés. On est le 2e département de France en termes de licenciés et de clubs. Donc, on a un terreau basket, c'est indéniable. Maintenant, on a aussi fait des opérations à Trois-Cardières avec la Party Cup et Tony Parker qui sont venus cette année. Tony Parker, je vous rappelle, a joué avec l'équipe de l'Hermine. On va créer une passerelle entre Villeurbanne très prochainement et l'Hermine pour se renforcer au niveau du savoir-faire de Villeurbanne pour nous accompagner à monter en Pro A. Donc ça, c'est un travail intéressant. Mais la masse salariale, comme vous le dites, elle n'a augmenté que s'il y a des nouveaux partenaires. Donc on a augmenté les partenaires de 1,4 million à 2,1 millions. Donc on a pu augmenter notre masse salariale. Je vous rappelle que cette année, nous avons la 3e masse salariale de la Pro B. Donc on a pu donner... Donc vous donnez des moyens, en fait, on donne des moyens supplémentaires au coach, le coach travaille même depuis longtemps à l'Hermine. C'est quelqu'un qui est un pur produit de l'Hermine. Donc on a
préféré continuer la piste du coach actuel. Et on espère bien, avec les joueurs qu'on a cette année, pouvoir monter en Pro A, peut-être même cette année. Mais vous y croyez, ça, pour cette année? Pour l'instant, depuis le début de la saison, voilà, l'Hermine fait ce qu'on a l'habitude aussi de voir, c'est-à-dire est en milieu de tableau. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle n'est pas non plus en fin de tableau, quoi. Voilà. Oui, mais je vais quand même rappeler que c'est en début de saison, nous avons fait des matchs contre des équipes de Pro A. On s'est vraiment étalonné. Aujourd'hui, on a eu un petit passage à vide sur 2 matchs. Sinon, on a 4 victoires et 3 défaites. Mais à part Fos qui est devant nous avec 0 défaite, je pense que tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Maintenant, quand je regarde les autres présidents et les autres entraîneurs des autres clubs qui nous disent qu'on a vraiment une équipe pour la montée, oui, mais encore faut-il que la mayonnaise prenne totalement. Parce que c'est un travail de longue haleine, de sport. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est étape après étape. On ne brûle pas les étapes, c'est-à-dire qu'on ne flambe pas, quoi. Non, faut pas... C'est un petit peu ça, votre manière de voir ça. Voilà, nous, notre manière de voir les choses, moi, avec le comité directeur, j'espère qu'on va réussir à galvaniser cette équipe, elle a du potentiel énorme, mais vous savez, c'est un travail de tous les jours. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au FC Nantes, c'est pas facile. Et pourtant, en début de saison, on pensait ceci, cela. Donc, c'est jamais gagné, le sport. Et puis, la Pro B, c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a de la grosse équipe. Aujourd'hui, on a des équipes en Pro B qui se sont sérieusement renforcées. C'est ça. Avec l'histoire des quotas des joueurs étrangers. Il y a beaucoup de joueurs, il y a plus de joueurs étrangers en Pro A. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont redescendus en division inférieure en Pro B. Et aujourd'hui, il y a plus de qualité au niveau du recrutement. Et de ce fait, la concurrence est plus vive. La concurrence est rude et donc là, tout le monde veut la grimper, cette marche. Bien sûr. Donc évidemment, voilà. Alors on en vient, on l'a évoqué, effleuré, l'histoire des salles sur Nantes. On le rappelle, aujourd'hui, l'Hermine joue Salmangin. Oui, tout à le fait. HBC Nantes, donc le club d'élite de handball, qui va très très bien cette année, joue dans la très belle salle métropolitaine, la salle de la Trocardière. Mais à terme, il va y avoir un jeu, il va y avoir une petite valse à 3 temps. Le H retournera au Palais des Sports qui sera rénové. Oui. Voilà. Et en 2018, l'Hermine, sa salle de destination, c'est la Trocardière. Tout à fait. Mais il faut la remplir. Oui. Il y a une question de jauge. Mangin et la Troc, c'est pas la même jauge. Oui, aujourd'hui, Mangin, c'est 2300 à 2500 personnes. La Trocardière, c'est 4002 à 4005. Voilà. Mais aujourd'hui, le H, il possède la salle, on respecte le contrat. Et puis voilà, maintenant... Vous le dites comme ça, mais ça ne s'est pas toujours bien passé avec le H1. C'était un petit peu tendu quand même. Oui, je le reconnais. Maintenant, c'est vrai que nous avons eu un peu différent au début sur la salle de la Trocardière parce que le H y arrivait. Maintenant, on comprend aussi qu'il y a les travaux à Beaulieu. Maintenant, la municipalité a mis en place un VIP qui est, je dirais, conforme à nos espérances. Je les en remercie parce que ça nous permet aussi de recevoir les partenaires dignement. C'est quoi un VIP ? Un VIP, c'est un espace pour recevoir nos partenaires. Oui. Et c'est important. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de club sans argent et pas d'argent sans partenaire. Quoi. Et si nos partenaires viennent dans un hangar, ils ne viendront pas 2 fois. Par contre, s'ils viennent dans un endroit qui est confortable et réel pour bien recevoir les joueurs et les partenaires ainsi que les spectateurs, je pense que c'est parti gagné. Parce qu'aujourd'hui, le H a de très bons résultats et je les félicite. Pour nous, le H aussi, c'est un modèle. Je le dis, c'est que... C'est moteur pour l'élite, en fait, sportive nantaise, au fond. En revanche, et si le H ne souhaite pas rester à la Trocardière, non, ça ne peut pas arriver, ça. Non, parce qu'aujourd'hui, Beaulieu sera conçu pour le H. Et donc, aujourd'hui, le H a fait une très belle saison, a commencé une très belle saison cette année. Pour moi aussi, c'est un modèle parce qu'ils ont construit étape par étape, ils ont choisi un bon entraîneur, ils ont choisi la continuité. Tout ça, c'est très bien. Aujourd'hui, ils profitent aussi du contre-temps du FC Nantes. Tant mieux pour eux, mais c'est respectable. Pour moi, c'est un club que je respecte. Oui, puis vous le disiez, stabilité, c'est aussi continuité, c'est les objectifs pour l'Hermine. Et d'ailleurs, c'est le 20 décembre, me semble-t-il, je ne me trompe pas, que vous jouerez à la Trocardière. Oui. Parce que ce jour-là, le H vous laisse la place, jouera au Hall XXL face à Paris. Ce sera un grand match. Donc, et vous allez aller dans cette salle de la Trocardière. C'est un grand moment pour vous, ça. Voilà. Donc l'année dernière, nous avions déjà joué un match à la Trocardière. Cette année, après discussion avec Nantes Métropole, nous avons réussi à gagner une autre date. Donc nous aurons la possibilité de jouer le 20 contre Blois et le 27 contre Évreux la Trocardière. Donc aujourd'hui, on fait le nécessaire pour remplir la salle. C'est bien parti. Et je pense qu'au regard du package, donc par exemple pour Blois, on va faire venir à la fin du match Elmer Footbeat pour faire un petit spectacle. Donc
voilà, on essaye aussi de dynamiser le basket et je crois que les spectateurs seront enchantés de cette soirée, surtout qu'on reçoit Blois et on a un partenaire là-dessus qui nous aide. Bon, ben, c'est très bien et il faut qu'on avance dans ce sens-là. Aussi, le basket, ce qui est très bien, c'est un sport féminin, famille. Je vous rappelle que 60% c'est masculin, mais les enfants et les femmes sont à 40% le public. Donc en gros, comme on arrive à la fin de l'émission, vous le dites, même si vous qui nous regardez n'êtes pas habitués au basket, allez-y, quoi. Allez découvrir Salmangin. Et puis le 20, salle de la Trocardière et le 27. Voilà. Et il y a du spectacle. Il y a du spectacle et je vous assure que vraiment aujourd'hui, le sport, le basket, c'est vraiment de l'adrénaline qui nous monte parce qu'il y a vraiment des paniers en permanence, mais il y a aussi un spectacle permanent. Il y a le spectacle, il y a un fan là en régie qui me dit il y a même un DJ et tout, hein, quand même. Oui, tout à fait. Donc, chaque match, ça envoie et, voilà. Et c'est quand même Et on a une dynamique, équipe, par exemple Thierry Cabane, tout le monde qui se met autour, qui est vraiment depuis 2 ans investi dans la mission de l'animation et je trouve qu'aujourd'hui c'est bien ce qu'ils font. Merci beaucoup Jean-Luc Cadio, donc président de l'Hermine. Le côté hyperactif que je donne en intro, ça va, ça vous a pas choqué? Non, mais pas du tout. On a compris. Ma femme le dit tous les jours. Eh ben voilà, donc on l'a dit aussi dans l'entretien. Merci à vous d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans une quinzaine de jours et d'ici là, l'émission est à revoir sur telenantes.com. Salut!